Si on peut commencer, s'il vous plaît. On ferme la maison. Alors, mesdames, messieurs, bonjour et merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui, un dimanche, et puis avec un temps aussi pluvieux et le carnaval de Nice. Donc merci d'être là, merci d'être présent parmi nous et de participer avec nous des réflexions autour de la Tunisie. Nous sommes aujourd'hui dans un endroit très emblématique, un endroit qui, justement, scelle des liens entre les deux rives de la Méditerranée, à savoir ici en France et la Tunisie, le thème sur lequel M. Saïd Bahaï va parler. Et donc, je voulais tout simplement introduire notre ministre ici, vous dire combien notre association Démocratie Veille Citoyenne avec l'association Tunisie, encore une fois, M. le ministre, merci d'être parmi nous, et je vous cède la parole. les représentants des partis politiques tunisiens ici présents, les citoyens tunisiens, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre présence pour parler aujourd'hui. Je vais essayer de donner une vue sur les perspectives vers lesquelles s'oriente la Tunisie d'un point de vue social, d'un point de vue économique et de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Le 23 octobre 2011, le peuple a parlé de Tunisie. C'est en soi déjà une énorme victoire. Après des élections libres, indépendantes, démocratiques, qui ont respecté la volonté du peuple, malgré quelques balbutiements, un but n'est parfait, et c'est la première fois dans cette région du monde, dans le monde arabo-musulman, que la transmission du pouvoir s'est passée de manière calme, apaisée et pérenne. Après, on est, après un an, 16 mois, on va dire, depuis l'élection de l'Assemblée nationale constituante, on entend ici et là, la Tunisie est dans une impasse. Je vous rassure, on n'est pas dans une impasse. On est dans un labyrinthe compliqué, mais toute transition démocratique est complexe. Toute transition démocratique vers la démocratie plutôt est complexe, avec des risques, avec ici et là des foyers de tension qu'on vit et qu'on vit des fois assez douloureusement pour certains, et avec même des drames qui sont arrivés à l'assassinat politique. Je pense que vous l'avez tous vécu, et on a tous vécu comme un drame, comme tel l'assassinat de martyr Chokri Gheddaï. Néanmoins, il ne faut pas, et on n'a pas le droit, ni de baisser les bras, ni de perdre espoir par rapport au futur de ce pays. La situation politique aujourd'hui, avant de parler des perspectives sociales et économiques, je vais en dire deux mots, parce qu'on ne peut pas parler des perspectives sociales et économiques si on n'a pas une bonne compréhension de où on est aujourd'hui. Notre révolution, en tout cas ce qui a amené à la révolution, les raisons réelles de la révolution sont des raisons sociales et économiques. Ce qui nous a amené à cette situation de niveau de chômage, de niveau de déséquilibre social, de niveau de déséquilibre régional, les régions intérieures du pays étaient réellement bien plus isolées, étaient oubliées. Et les citoyens vivant dans ces régions étaient oubliés, ont des raisons d'un modèle économique qui n'a pas suivi sur les dernières décennies, notamment sur les 15 dernières années. J'essaierai d'en donner des raisons et puis surtout d'essayer d'apporter, en tout cas selon nous, selon moi, quelles sont les perspectives et comment est-ce qu'on peut trouver des solutions pour que notre pays connaisse un avenir prospère. C'est vrai qu'aujourd'hui, le monde doute de nous. Le monde doute de nous en disant, après avoir suscité autant d'espoir, est-ce que tout ça pour ça? Oui, tout ça pour ça, et des perspectives de la Tunisie, et j'y reviendrai, sont des perspectives qui offrent, et il y a plusieurs motifs d'espoir
qui permettront à la Tunisie de s'en tirer, et personnellement j'en ai la ferme conviction. C'est vrai que depuis le 14 janvier, on est passé par différentes phases. Une phase de fierté d'abord. Le monde nous regardait, nous, Tunisie, nous regardait d'avoir été capable de dire stop à un régime qui devenait insupportable. On est passé ensuite par des périodes de doute naturelles. Dans une période après une révolution, il y a pourtant des troubles sociaux, des troubles économiques, et le premier impact de toute révolution est effectivement d'avoir un impact négatif sur l'économie. Sur les 5 premiers mois qui ont suivi la révolution, le pays a perdu 157 000 emplois. La Tunisie, ça fait partie de notre fierté aussi, et là, en dehors de toute considération partisane, parce que c'est la population tunisienne, c'est le peuple tunisien qui a su absorber ce choc-là, on a su faire face à la guerre en Libye, où on a eu plus d'1 million, 1,3 million migrants. Tous ne sont pas restés, bien entendu, mais 1,3 million migrants sont passés par la Tunisie en fuyant la situation de guerre en Libye. Et c'est les citoyens qui ont fait preuve, malgré les difficultés auxquelles ils étaient confrontés, qui ont su faire face et qui ont su faire preuve de générosité vis-à-vis des Libyens, qui les ont accueillis. Certains sont repartis, la majorité sont repartis vers leur pays d'origine, soit des Marocains, des Égyptiens, principalement, mais d'autres nationalités. Je crois qu'on avait plus de 40 nationalités à un moment en Tunisie. Mais néanmoins, la Tunisie a su y faire face avec dignité dans un contexte qui était complexe. On est arrivé à cette situation au mois de mai où on a perdu 157 000 emplois, auxquels sont venus s'ajouter 80 000 concitoyens qui sont rentrés de Libye pour les raisons que je viens d'évoquer. Donc c'est vrai que le point de départ d'un point de vue chômage, d'un point de vue perspective, notamment pour les jeunes, était un contexte compliqué. Ce qui a expliqué, vous en avez certains qui sont arrivés dans votre région, une jeunesse qui commençait à perdre espoir. Dès le départ, elle commençait à partir vers un avenir ou vers un futur qu'elle considérait probablement comme étant meilleur. Je vais employer un mot arabe, mais avec les gens qui sont partis quitter le territoire, pensant que l'herbe était plus verte ailleurs. Et ça nous interpelle tous. Société civile, monde politique et tout citoyen. Notre jeunesse, on n'a pas le droit d'abandonner notre jeunesse, et notre jeunesse ne peut pas avoir un futur en dehors de notre pays. Une fois, l'immigration est une bonne chose quand elle est choisie par des citoyens d'abord. Elle ne peut pas être contrainte par des problèmes sociaux et surtout par un manque d'espoir par rapport au devenir d'un pays. Donc ça nous interpelle tous, et là, à mon sens, c'est également une priorité. Après les élections, s'est constitué un gouvernement, tant bien que mal, qui essaye, qui avance, etc. On peut critiquer, on peut supporter. Là n'est pas le propos, c'est pas ça l'important aujourd'hui. Il faut avoir une vision plus sur le long terme et de regarder qu'est-ce que la Tunisie doit relever comme défi pour le futur pour pouvoir construire un avenir prospère. Je vous disais tout à l'heure, le monde doute et se demande, est-ce que nous, politiques, et là je mets tout le monde sur le même pied d'égalité par rapport à ça, est-ce qu'on emmène cette jeunesse, est-ce qu'on emmène notre population, est-ce qu'on emmène nos concitoyens vers plus de prospérité ou vers l'avenir? On est interpellé par rapport à ça. Et après les élections du 23 octobre, le gouvernement s'est constitué. Et c'est vrai qu'on doit apprendre la culture du dialogue. La révolution nous a donné la liberté. La liberté d'expression existe aujourd'hui en Tunisie. Tout le monde peut s'exprimer, tout le monde peut parler. Par contre, on n'a pas encore acquis la capacité de dialogue et la capacité d'écoute de la vie contraire, qu'il soit sur un plan conceptuel, d'idées, de pensée, ou sur un plan politique. Mais les choses, malgré tout, je préfère voir le verre. On dit le verre à moitié vide ou à moitié plein, je le vois en même temps à moitié vide et à moitié plein. À moitié plein, c'est le côté optimiste, et à moitié vide par rapport à l'effort qu'il nous reste encore à fournir pour continuer de remplir. C'est vrai qu'on peut se demander, la révolution, je vous le disais en introduction, s'est déclenchée sur des problèmes, en tout cas sur des revendications sociales, des revendications de dignité, des revendications, en tout cas des problèmes économiques. La transition démocratique dans notre pays donne le sentiment que les politiques se mettent de politique et ne se mettent pas des préoccupations des citoyens lambda, des citoyens qui sont dans les régions défavorisées. Quand je parle de régions défavorisées, il y en a dans la périphérie Tunis, soit Tunis même.
ce n'est pas uniquement les régions de Kasserine, de Kassa, de Sédienne, du Kef, etc., qui sont touchées par ces difficultés sociales et économiques. Mais néanmoins, cette transition démocratique ou cette transition pour construire les institutions est un cheminement, un chemin impératif pour notre pays. Notre objectif, si on veut bâtir une véritable démocratie, il faudra qu'on établisse et qu'on arrive, et on y arrivera, à établir un véritable état de droit dans notre pays. Ce qui se passait avant le 14 janvier n'est pas acceptable et il faut que dans le futur, ces conditions qui ont amené à la révolution, je vous parlais tout à l'heure des problèmes socio-économiques, mais les conditions politiques ont amplifié le mouvement. Les conditions politiques de l'état de droit et l'amortisseur qui permet justement, quand on a à faire face à des difficultés sociales ou économiques, d'amortir les chocs et que chaque citoyen ait confiance par rapport aux institutions de son pays, quel que soit son avis, quelles que soient ses orientations politiques, ait confiance par rapport aux institutions de son pays et accepte d'accomplir l'effort qui lui permettent d'aller dans la bonne direction. Maintenant, l'héritage n'est pas simple. La Tunisie a connu une croissance démographique par le passé, aujourd'hui elle est relativement contenue, mais néanmoins, ce pic démographique aujourd'hui subit de plein fouet par rapport au marché du travail. Pour illustrer mon propos, je vais vous donner quelques chiffres, j'essaierai de ne pas trop en donner cet après-midi pour ne pas vous embêter avec ces chiffres-là, mais au moins pour illustrer le propos, je vais expliquer ce à quoi je veux aboutir, c'est important de connaître quelques chiffres. À l'entrée, au début des années 2000, l'université tunisienne comptait 200 000 étudiants. Elle en compte aujourd'hui 400 000. Et un pic sera atteint en 2015-2016 avec 440 000 à 450 000 étudiants. Aujourd'hui, arrivent sur le marché du travail 75 000 nouveaux diplômés d'enseignement supérieur chaque année. La structure de notre économie, ça peut paraître beaucoup, ça peut paraître peu, là où le bas blesse, et là où on a de véritables défis, je reviendrai sur les perspectives économiques et sociales de notre pays, là où le bas blesse, c'est que la structure de notre économie n'a pas suivi. On a eu une première transformation de notre économie à l'entrée des années 70-72, avec l'époque du Premier ministre Zedi Bouira. Les modifications, en tout cas les décisions qu'il fallait prendre à l'entrée des années 2000 n'ont pas été prises. Aujourd'hui, la structure de notre économie fait que connaître un point de croissance génère 15 000 emplois. La Tunisie a connu sur les dernières années entre 4 et 5 points de croissance, c'est-à-dire 70 000, à peu près 75 000 emplois par an. Et là où la baisse, c'est que seuls 20 000 emplois étaient réservés aux diplômés d'enseignement supérieur. C'est qu'on arrivait à une équation impossible. Depuis 10 ans, arriver sur le marché de l'emploi, 50 000 diplômés d'enseignement supérieur sur lesquels la communauté nationale avait investi en termes d'études. Les parents avaient investi en termes d'études et avaient investi surtout en termes d'espoir pour le futur. Et ils se retrouvent soit en situation de chômage ou en situation de précarité à un niveau totalement inacceptable. Le niveau de chômage des jeunes, et notamment des jeunes diplômés d'enseignement supérieur dans notre pays, dépasse dans certaines régions les 50, 60, même 60% dans certaines régions. Quand on part dans des régions desquelles la révolution a démarré depuis 2008, avec les événements du bassin minier de Kassa, on arrive à ces taux de 60% de diplômés d'enseignement supérieur qui n'ont aucune perspective, qui n'avaient aucune perspective en tout cas, donc c'est pas étonnant qu'on arrive à cette situation. Je vous parlais tout à l'heure de la situation actuelle, en disant on n'est pas dans une impasse, mais on est dans un labyrinthe complexe pour lequel on a besoin en même temps de beaucoup de patience, beaucoup de transparence, beaucoup de sincérité dans le dialogue entre les différents partis qui manquent aujourd'hui, sincèrement ça manque, c'est un élément qui manque dans notre pays, et les priorités sont aujourd'hui inversées dans notre pays. Les priorités sociales et économiques, aujourd'hui les priorités deviennent des priorités sécuritaires, deviennent des priorités politiques pour donner une vision et donner en tout cas de la visibilité par rapport à nos concitoyens, également aux investisseurs, qu'ils soient les investisseurs domestiques ou des investisseurs étrangers. Aujourd'hui, c'est vrai que le pays semble à l'arrêt, ce labyrinthe, je pense et j'espère en tout cas, et j'en ai le vœu, les Tunisiens et les Tunisiennes sauront
notamment après le choc qu'on a tous pris en frontal du premier assassinat politique, sauront relever ce défi. Maintenant, après avoir fait ce constat, comment est-ce que la Tunisie peut s'en tirer? Cette jeunesse qui est diplômée, qui est formée, qui se retrouve aujourd'hui en précarité, il ne faut pas qu'on la voie comme un problème. Malheureusement, elle est perçue aujourd'hui, elle était perçue comme étant le problème. Ce n'est pas un problème, c'est une opportunité pour ce pays et pour le futur de ce pays, à condition qu'on sache prendre des décisions courageuses et des décisions qui vont dans la générosité, qui vont en même temps dans le courage de la transformation de la structure de notre économie. Si on rajoute à tout ça d'autres éléments au moment de la Révolution, où la Tunisie manquait à la fois de générosité, de solidarité entre les générations, entre les populations, entre les régions dites favorisées et les régions dites défavorisées, entre les quartiers favorisés et les quartiers défavorisés. Tout ça va falloir y remédier rapidement. Et ce déséquilibre est vraiment arrivé à un niveau insupportable et insoutenable pour tout le monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des difficultés, on perçoit des difficultés dans le dialogue entre les uns et les autres. Néanmoins, je le répète, cette transition, cette transformation vers un avenir meilleur demande de la patience et demande beaucoup de générosité. Quand je parlais de déséquilibre régional, je vais aussi vous donner ou illustrer mon propos par quelques exemples. La Tunisie a 21 centres hospitaliers publics. 16 sont à Tunis, 3 sont dans le Sahel et 2 sont à Sfax. Autrement dit, on est dans un pays qui est totalement analphabète et où les régions intérieures sont totalement liées, même quand on parle de santé publique. Et ça, il va falloir y remédier par une vision différente du développement régional. Et ce que je pense, c'est qu'il va falloir qu'on fasse une logique de développement régional, une logique de politique régionale complètement refondée. Je vous disais qu'on manquait de solidarité, on manque aussi de solidarité par rapport aux générations futures. Si on prend un exemple aussi pour illustrer mon propos, la Tunisie va bientôt être en stress hydrique. Chaque Tunisien dispose aujourd'hui de 500 mètres cubes d'eau, chaque citoyen par an, et 80% de nos réserves annuelles d'eau sont consommées par une agriculture qui n'a pas su se moderniser, qui n'a pas su connaître ces évolutions. Donc il va falloir aussi, dans la transformation de notre modèle de développement, économique et social, tenir compte des générations futures et intégrer la notion de développement solidaire et de développement durable, si on ne veut pas arriver à d'autres catastrophes dans le futur dans notre pays. Et ça s'interprète. Je donnais ces exemples, il y en a d'autres sur d'autres aspects où cette notion des générations actuelles consomment les ressources sans penser aux générations futures dans notre pays est une réalité avec un problème crucial qui est le problème de l'eau. La Tunisie, les gens ne le savent pas, est un des pays d'Afrique, enfin du Sahara, où le stress hydrique est le plus important. Il va falloir relever ce problème de stress hydrique. Pour transformer cette structure d'économie, on est dans cette salle. Paul Valéry disait, je présume que c'était par ironie, disait que la politique, c'est de faire en sorte que les personnes ne se mettent pas sur qui les regardent. Je pense qu'il le faisait avec ironie. Le message de notre peuple, le 14 janvier, était de dire justement on veut se mêler de ce qui se passe. Il y a mal, mais on veut se mêler de ce qui se passe. Et il va falloir réellement établir le dialogue, non seulement avec les politiques, mais également avec la société civile, avec les composantes de cette société civile, que ce soit les syndicats, ou que ce soit les patronats, ou que ce soit les associations, qui ont un rôle et qui jouent aujourd'hui un rôle extrêmement important dans cette transition. Notre point de départ, le point de départ de nos réflexions, c'est qu'il faut qu'on pense à notre jeunesse et qu'on pense à cette génération future. Nos jeunes qui aujourd'hui n'ont pas d'espoir et qui ne voient pas vers le pays-là,
il faut impérativement qu'ils puissent se rapprocher et qu'ils puissent être acteurs de cette transformation. Quand on regarde les taux de participation des jeunes au moment des élections du 23 octobre, ça interpelle tout citoyen, politique ou pas politique, ça interpelle. Les jeunes ne se sont pas sentis concernés par les élections du 23 octobre. Et ça, c'est une faillite pour l'ensemble de la classe politique tunisienne, tout bord confondu. C'est réellement une faillite que de voir que les jeunes ne se sentent pas concernés, ne se sont pas sentis concernés. C'est pas leur faute, c'est pas notre faute à nous, qui n'avons pas su répondre à leurs angoisses, répondre à leurs espoirs. Et c'est là qu'il y a réellement une priorité, c'est que les jeunes doivent devenir également des acteurs de cette transformation et de cette transition démocratique. Je vous donnais tout à l'heure la structure de notre économie et l'impact négatif qu'elle avait sur le chômage, et notamment le chômage des jeunes aujourd'hui dans notre pays. Pour transformer notre économie, notre vision, il va falloir avoir, et on en a connaissance, construire une vision commune entre toutes les composantes de la société tunisienne, une vision commune de à quoi souhaitons que la Tunisie ressemble dans 15 ans. 15 ans, l'horizon 2025 ou 2030. Le point de départ doit être le point de départ, je le disais tout à l'heure, de notre structure d'économie et des faiblesses structurelles qu'on a aujourd'hui. Je parlais de la structure de l'économie, il y a également des faiblesses qui sont des faiblesses des structures de l'État. Il y a des réformes indispensables. Je commencerai, et je l'ai dit tout à l'heure, par passer d'une logique de développement régional à une logique de politique régionale dans notre pays. On a la chance d'avoir un pays qui est grand par son histoire, grand par sa culture, et petit par sa géographie. Aujourd'hui, on a 24 gouvernements, équivalent des départements en France, dans un pays qui compte 10 millions d'habitants, et des investissements publics qui sont très souvent des investissements publics à fonds perdu. Quand j'étais ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, il m'est arrivé de visiter des centres de formation professionnelle où, à part le bâti, il n'y avait rien. Le bâti était là et les métiers qui étaient appris dans ces centres de formation professionnelle ne correspondaient en rien aux spécificités de la région. Il n'y avait aucun dialogue et il n'y a toujours aucun dialogue avec la population. Il n'y a aucune notion de démocratie locale ou de dialogue local pour pouvoir bâtir une identité socio-économique assez régionale. Après, on peut les appeler comme on veut, bassin de progrès, bassin d'emploi, bassin économique. Néanmoins, tous les experts nationaux, internationaux, diront, à juste titre, je pense, qu'on ne peut pas avoir de politique publique cohérente, on ne peut pas avoir de développement cohérent à moins d'un bassin de progrès qui comporte 1,5 million à 2 millions d'habitants. Donc les 24 gouvernements qu'on a aujourd'hui, qui sont la logique, ou en tout cas le point de départ de la réflexion de nos investissements, doit être transformé. À mon sens, il faut qu'on arrive à devenir en Tunisie 5, 6, 7 régions. Il y a que le dialogue national avec les partenaires sociaux, notamment avec la société civile, qui permettra d'arriver à créer le nom, le grand bassin de progrès qu'il faudra définir en plus de la capitale pour pouvoir bâtir des politiques publiques dignes. Je ne vais pas aller dans le détail sur la manière de procéder. D'autres réformes sont essentielles. La réforme de l'éducation dans notre pays, franchement, la réforme de l'éducation et de la formation également, parce qu'on est dans un monde qui se transforme et qui bouge de façon très rapide, et très peu de prospectives ont été faites face à la croissance des effectifs dans l'université, et aucune planification n'a été faite par rapport à l'évolution de la structure de notre économie dans le passé. Là aussi, je vais donner un exemple, je parlais tout à l'heure du chômage, mais il arrive aujourd'hui, on a fait, j'avais fait faire l'étude lorsque j'étais ministre de l'Emploi, des différentes universités, des différentes écoles. Alors on peut les diviser en trois catégories, on va dire pas d'égale quantité. La première catégorie, il n'y a aucun problème d'emploi. D'ailleurs, les écoles en Tunisie, les écoles polytechniques de Tunis, sur les 4 années précédant la Révolution, seuls 3 individus, 3 diplômés, étaient en situation de chômage. Par contre, si on va dans certaines universités ou dans certains instituts de formation, à Gaspé par exemple, qui est un peu le cas, on
on est à 82% de taux de chômage de certaines instituts. On a fabriqué des usines à chômage aussi, de temps en temps, par manque de prospective. Et on sait, certaines spécialités, où d'une année sur l'autre, 8 étudiants sur 10 sont en chômage, et on augmente la capacité, parce que ça a été géré plus. Monsieur le général, c'est comme une caserne, comme étant, pour faire face à la croissance démographique de l'université, c'est de dire qu'on rajoute les capacités d'accueil, non pas de manière prospective par rapport à ce que le marché du travail demanderait une échéance de 3 ans, 5 ans, 10 ans, mais par rapport à la capacité d'accueil de l'université au moment où les jeunes arrivaient à l'université, et ça un peu plus durer, ça doit être transformé. Donc réforme drastique et même réforme révolutionnaire de la manière d'aborder la formation et la manière d'aborder l'éducation et la manière d'aborder l'orientation post-universitaire. C'est essentiel si on ne veut pas former un capital humain en quelque part pour notre pays qui nous préserve, enfin, qui nous prévoit, qui nous amènerait vers d'autres capacités. Une autre réforme est essentielle, c'est la réforme de notre administration, qui est très centralisée ici, et qui est également un des facteurs qui génère le manque de générosité par une répartition des richesses au niveau national qui est totalement inimitable. La décentralisation et mettre en place la démocratie locale est un impératif. C'est vrai que la démocratie locale, aujourd'hui, dans la transition, est la grande absente des réflexions au niveau de l'Assemblée nationale constituante. J'espère, je le pense, que dans le futur, ça réoccupera une place importante dans le débat et qu'on arrivera à bâtir cette démocratie locale pour que, d'une part, l'État et l'administration puissent, l'administration partielle, neutre, puissent assurer la continuité de l'État et que les citoyens, au niveau local, aient voix au chapitre et puissent participer à ça. Les autres réformes, on ne pourrait pas dire dans le détail, la réforme du système financier, de tout le secteur financier, une autre réforme qui est essentielle aujourd'hui, qui est un secteur d'une activité qui est génératrice d'inégalités aujourd'hui dans notre pays, mais qui est impérative, c'est une réforme de la fiscalité où aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle, je vais dire en tunisien pour les Tunisiens qui sont ici, c'est des chanals, on dit des employés, des fiches de paie, qui supportent l'essentiel du poids de la fiscalité dans notre pays. Il y a 10 ans, une personne payée au SMIC ne payait pas d'impôts, était exonérée de charges sociales, car l'entreprise et le salarié était exonéré de charges sociales. Aujourd'hui, il paye 175 dinars, ce qui peut paraître peu, c'est 80 €, mais c'est énorme au niveau de rémunération d'impôts par an. Les charges sociales lui coûtent 275 dinars. On arrive à 400 dinars, 200 €, ce qui est énorme compte tenu du niveau de rémunération. À côté de ça, on a mis en place ce qu'on appelle, par le passé, le régime forfaitaire qui était censé être l'exception et qui malheureusement est devenu la règle pour toutes les personnes qui n'étaient pas salariées. Aujourd'hui, l'ensemble de la charge fiscale de l'impôt direct porté par les salariés, par contre, profession libérale, etc., échappe à l'impôt. Et on arrive à peu près, je vais rajouter un autre point qui est essentiel, c'est le secteur informel qui est estimé à 30% de notre PIB aujourd'hui, qui également échappe à l'impôt. Et on estime aujourd'hui à peu près 1 milliard d'évasion fiscale en Tunisie. Il va falloir également prendre des mesures courageuses, sachant qu'il y aura beaucoup de réticence et beaucoup de résistance par rapport à cette réforme de la fiscalité. Sur la fiscalité, un autre élément qui est aujourd'hui, il y a une nécessité de transformation, c'est ce qu'on appelle la caisse de compensation qui on ne peut plus injuste. C'est-à-dire que quel que soit, et qui coûte très cher au budget de l'État et qui empêche les investissements. Et là, la réforme de la caisse de compensation, l'erreur qu'a fait tous les gouvernements jusque-là, a été de vouloir mener seul cette réforme, en tout cas de tenter de mener seul cette réforme de la caisse de compensation. Je ne pense pas possible de pouvoir mener une réforme de la caisse de compensation sans y associer les partenaires sociaux. Et c'est aux partenaires sociaux d'être les acteurs principaux de cette réforme de la caisse de compensation pour avoir une meilleure redistribution, même si le montant ne bouge pas. Aujourd'hui, quel que soit le niveau de rémunération, la baguette de pain est compensée de la même manière pour le PDG que pour la personne qui est salariée. Et ça, c'est d'abord socialement injuste, et d'autre part,
Donc des réformes essentielles au niveau de l'État qui ne pourront se faire que par le dialogue entre l'ensemble de la classe politique, mais également avec les partenaires sociaux, et ensuite, et qui permettront d'ailleurs d'aller faire cet état de droit qu'on appelle tous de nos voeux, sur lequel j'espère qu'on arrivera à construire cet état de droit en Tunisie. Ensuite, transformer notre économie. Je vous disais tout à l'heure qu'un point de croissance correspondait aujourd'hui à 15 000 emplois, mais ça, ce n'est pas une fatalité, c'est pas un dogme, c'est pas un théorème. Il faut qu'on transforme notre économie, il faut qu'on aille vers des activités à plus de valeur ajoutée, et que progressivement, un point de croissance, on passe à 17 000, 20 000, jusqu'à 25 000 emplois en allant sur des secteurs d'activité beaucoup plus innovants, des secteurs d'activité d'avenir, et des secteurs d'activité qui correspondent à la structure sociologique actuelle de la Tunisie et future de la Tunisie pour pouvoir vaincre une fois pour toutes le problème du chômage structurel qu'on a aujourd'hui dans notre pays par rapport notamment à la jeunesse et par rapport aux personnes formées, plutôt un enseignement supérieur ou formées à travers la formation professionnelle. Ces secteurs d'activité, et c'est là où quelque part c'est rageant et c'est même frustrant, à l'entrée des années 2000, quand je suis rentré, quand j'ai pris les fonctions de ministre de l'Emploi, j'ai trouvé des études. Donc, le mal a été identifié. Donc, les mesures n'ont pas été prises. C'était un peu la fuite en avant. La fuite en avant pour des raisons qu'on connaît, avec un État qui était ce qu'il était, autour de l'État des familles spoliatrices. Et les réformes, en tout cas les décisions, n'ont pas été prises. Les secteurs d'activité, vous savez que c'était des secteurs d'avenir, quelque part, et les décisions n'ont pas été prises par les politiques à ce moment-là. C'est vrai que le meilleur moment pour prendre ces décisions, c'était à l'entrée des années 2000. Mais le deuxième meilleur moment, c'est tout de suite. S'y atteler, il va falloir s'y atteler immédiatement après les élections, en tout cas tout de suite, par ce dialogue national qui aujourd'hui, c'est vrai, est absent et qu'il faudra très rapidement qu'on puisse l'instaurer dans notre pays pour relever le problème du chômage. Un secteur d'activité, en se basant sur ce qui existe déjà en Tunisie, il y en a plusieurs. Je ne vais pas nommer toutes les filières sur lesquelles la Tunisie a un potentiel de développement économique important. J'en citerai quelques-uns. Le secteur des technologies de l'information, les études existées et sont génératrices de dizaines de milliers d'emplois. Les études disaient 150 000, c'est peut-être un peu surévalué sur les 10 années qui viennent. Le secteur de l'agroalimentaire, et j'en parlerai tout à l'heure, une réflexion que j'ai sur l'intégration régionale qui est totalement absente aujourd'hui, qui est également générateur d'emploi et qui est un enjeu majeur pour le futur de notre continent.